Nous allons continuer notre aventure en éthique économique. Pour le moment, on est en éthique à essayer de voir un certain nombre de termes qui posent des problèmes. Dans la séance précédente, on a parlé de téléologie, d'ontologie, d'anthropologie, de phénoménologie. La phénoménologie a trait surtout à l'idée que la personne est plongée dans un monde de droits-obligations. Par exemple, quand on parlera de phénoménologie du climat, c'est plutôt l'idée que le climat dépend de l'interprétation que chacun en donne. On est plongé dans le climat, on a un ressenti du climat. La sensation de ressenti est tout à fait caractéristique de cette phénoménologie. Alors on a ce terme d'agency qui arrive très souvent maintenant et qui est difficile à traduire. Alors en français on dit que c'est l'agencéité, notamment en sociologie, l'agentivité, on parlera encore de l'agir humain, on parlera encore de la capacité. Agency est un terme qui est très utilisé en éthique, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre. Alors, autre différence, c'est la différence entre la déontologie, qui est l'étude des règles, qui se rapproche plutôt de la morale si on la distingue de l'éthique. La déontologie, eh bien, on va étudier, un déontologue, par exemple, va voir si telle opération est conforme à la morale, conforme à la réglementation, etc. Le déontologue, c'est un métier très pratique. La déontique, c'est quelque chose de tout à fait différent. La déontique a trait à la logique des énoncés normatifs. C'est une logique, une application de la logique qui est redoutable et qui repose notamment sur une idée très très simple qu'on oublie très souvent, c'est que quand on fait des règles, quand on énonce des règles, elles doivent obéir à un certain nombre de principes. Par exemple, une règle n'est jamais automatiquement appliquée et ceci va poser des problèmes tout à fait particuliers. On ne peut pas écrire les règles comme si elles étaient automatiquement appliquées. Ce sera d'ailleurs un des grands problèmes de la théorie des choix sociaux en économie, qui justement confond déontique et ce qu'on appellera éthique, ce qui a trait à l'énoncé normatif et ce qui a trait à des faits et des relations entre les faits existants. En éthique, on utilise beaucoup actuellement les notions de fragilité. Fragilité, par exemple, parce que la personne est plongée dans des normes trop nombreuses, trop compliquées, et trop de soucis. La fragilité est très proche de la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, eh bien, c'est le fait de pouvoir d'être de façon cyclique exposé à un certain nombre de problèmes. On peut par exemple être vulnérable au travail, au chômage, vulnérable à la maladie, vulnérable à toutes sortes de chocs à caractère personnel, et le fait de surmonter sa vulnérabilité, la capacité à surmonter sa vulnérabilité, on appelle ça maintenant la résilience, qui est un terme qui est très à la mode et qui revient sans arrêt. On parlera encore de faillibilité, le fait de se tromper, de faire des erreurs, et un nouveau terme qui est la fautivité, qui est le fait finalement de faire une faute. Par exemple, la personne fragile ou vulnérable, je pense à la mère de famille qui n'a aucun moyen d'existence, eh bien, sera tentée, sera poussée à la faute dans certaines circonstances. Et cette notion de faute est très importante en éthique parce que elle montre bien que l'éthique, c'est l'éthique du bien, l'éthique du mal, l'éthique de la vertu, l'éthique de la faute, etc. Du côté de l'économie, maintenant, on a beaucoup de termes qui s'utilisent en éthique appliqués à l'économie, et le premier, c'est l'optimum. Alors l'optimum, je vous renvoie à mon cours d'histoire de la pensée économique, et au départ, un terme un peu folklorique correspond à la recherche de ce que le sociologue, économiste Vilfredo Pareto appelait l'ophélimité. Et l'optimum et l'ophélimité au départ, c'est le summum du bonheur. Et le diagramme de Pareto, vous trouverez dans mon cours, montre simplement ce que c'est le point G sur la colline du plaisir la plus élevée possible. L'optimum a pris des tas de sens. Par exemple, l'optimum, c'est peut-être simplement un état de repos. On parlera d'optimum de la consommation, de la production, ou de l'utilisation des facteurs de production quand on arrête les substitutions. Donc c'est l'état d'équilibre.
L'optimum, on a à un moment donné dit l'optimum, c'est ce que l'on peut, une situation telle que si on fait quoi que ce soit, ces situations-là seraient dégradées. Donc l'optimum, c'est un petit peu une règle de conduite. Et de façon beaucoup plus simple, l'optimum, c'est tout simplement l'idée qu'un groupe, une population, à un moment donné, préfère une situation d'équilibre à toute autre. Donc ça, c'est la définition un petit peu simplifiée de Gérard Debreu. L'optimum, une situation d'équilibre réalisable préférée à toute autre. Ce qui pose le problème de l'optimum, qui n'est pas du tout ce que l'on croit. L'optimum peut être un optimum d'extrême misère, un optimum de souffrance. L'optimum, c'est une situation où, par exemple, l'un a tout et l'autre n'a rien, ce qu'on appellera un optimum en coin. L'optimum des économistes est tout à fait différent de l'optimum des journalistes. On a après le terme de bien-être. Alors le terme de bien-être est très utilisé en économie. Au départ, c'est un petit peu l'idée que l'optimum, c'est une condition très stricte. Et en général, on a des contraintes sur l'optimum, on a des externalités qui pèsent sur l'optimum, qu'on va essayer de résoudre par des compensations. Par exemple, je fume, j'embête tout le monde, mais je vais peut-être dédommager les autres. Ou je conduis un train à vapeur qui met le feu partout et je vais payer une taxe pour à la fois dédommager les paysans. Peut-être que je vais aller beaucoup plus loin. Sinon, trouver un accord pour que cette externalité soit bien compensée, donc compensée par une taxation, compensée par un accord réciproque entre les agents. Cette notion de bien-être, c'est un petit peu l'idée d'un optimum qui est réparé, et cette notion de bien-être a pris progressivement un sens différent. On parlera plutôt maintenant de standard de vie, de standards of living, etc. La notion de bien-être est très critiquée par des auteurs comme les anarchistes, par exemple Kropotkin, Louise Michel, pour qui le bien-être, c'est au contraire le plaisir des bourgeois ventrus, repus. Ce qui est important en économie, c'est la souffrance, ce que Karl Popper et George Orwell vont appeler l'utilité négative. Vous voyez, donc la notion de bien-être n'est pas forcément la meilleure notion. La notion de bonheur nous pose d'énormes problèmes, parce que le bonheur, bien, ça peut être effectivement, comme l'optimum, une notion de bonheur dans la misère. Le bonheur est une notion très compliquée, qui n'est pas si simple, qui pose beaucoup de problèmes d'évaluation. Alors en économie, on est souvent, à la suite de Spinoza, très individualiste, très utilitariste. Ce qui est important, c'est notre calcul personnel de ce qui nous est utile, de ce qui nous coûte. C'est une expérience personnelle, et cet utilitarisme est au centre de l'économie, et il n'est pas mauvais en soi, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait, et surtout si cet utilitarisme est isolé du reste. Alors l'utilitarisme peut être conséquentiel, on va juger par exemple d'un acte, d'une situation, d'une règle, d'une politique par ses conséquences. Il peut être normatif, il peut être un utilitarisme pondéré pour un groupe, etc. L'utilité pose beaucoup de problèmes. On l'a vu tout à l'heure, elle peut être non seulement positive, mais négative. Un terme qui est récent assez curieusement en économie, et qui est très important en éthique, c'est le terme d'altruisme. Alors l'altruisme, c'est un néologisme qui a été inventé par Auguste Comte dans son catéchisme positiviste, dans le dialogue entre, je crois, un prêtre et la femme. L'altruisme, en fait, c'est, pour les sociologues, une partie de la sociologie, une valeur en soi, une valeur républicaine, même on dira, qui a priori est toujours bonne en soi, c'est le fait de ne pas être égoïste, de s'intéresser aux autres. En économie, et l'apport est important, l'altruisme est intervenu très tardivement. Il faudra attendre pratiquement un siècle pour que la question de l'altruisme qui a été posée par Alfred Marshall en 1870 soit réinterprétée par les 3 B, Baker, Barrow et Buchanan,
dans les années 1971, et eux-mêmes vont utiliser l'altruisme comme l'idée que l'on préférait les autres, les caractéristiques des autres, on peut faire un calcul sur les autres. Le grand problème de l'altruisme, c'est que finalement, on peut imaginer qu'il soit positif. Si je vous fais plaisir, vous avez du plaisir. Si je vous connais pas, je vous connais pas, et votre plaisir ou vos peines ne m'intéressent pas. Ce qu'on trouvait déjà chez les premiers auteurs tels qu'Adam Smith. Mais l'altruisme peut être aussi négatif, bien entendu. Quel bonheur j'ai de vous voir malheureux. Et par exemple, sur ce spectre de l'altruisme, eh bien, il y a d'énormes problèmes actuellement en économie. Beaucoup d'économistes partisans de l'hédonisme estiment qu'il est impensable qu'il puisse exister un altruisme négatif tel que du sadisme, de la perversion, etc. On parle beaucoup de coefficient d'altruisme. Ce qu'on appelle le coefficient alpha, c'est comment je suis perçu par les autres. On parlera à l'inverse de coefficient bêta, comment je perçois les autres moi-même, etc. Donc vous voyez, l'altruisme, c'est un peu curieux, peut-être mesuré, mais c'est important, l'altruisme fait partie de l'économie. Il y a un calcul économique sur les autres, on le voit que trop souvent dans les problèmes d'héritage, etc. Alors en économie, on utilise aussi des termes un peu plus techniques qui ont trait, par exemple, à la pauvreté. La pauvreté, c'est poser d'énormes problèmes. Est-ce que c'est une pauvreté de biens, de revenus? Est-ce qu'une pauvreté de capacité, une pauvreté... tout est possible dans une pauvreté qui serait du type de la misère, une pauvreté, par exemple, qui s'apparenterait à une misère sexuelle, par exemple. La pauvreté pose d'énormes problèmes en économie, notamment parce qu'il est très difficile de faire apparaître ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Ce qui est intéressant dans la pauvreté, c'est de la segmenter. Et le problème de la pauvreté, c'est le problème de qui est le plus pauvre des pauvres, qui est le plus riche des pauvres, le plus pauvre des riches et le plus riche des riches. Cette segmentation pose d'énormes problèmes. Alors, la pauvreté est liée à la notion d'inégalité. Cette notion d'inégalité est aussi très compliquée. Il s'agit d'une inégalité par rapport aux biens, par rapport à l'identité, par rapport... L'inégalité pose des problèmes qui sont plutôt du type de la justice. L'inégalité a souvent été moins travaillée que la pauvreté, surtout pour les pays en voie de développement, alors que l'inégalité est très importante. Les pays les plus pauvres sont souvent les pays où il y a le plus d'inégalité, le plus de dictature, le plus de corruption. On a naturellement cette notion qui est très importante, la notion d'équité, qui surtout en fiscalité. L'idée de l'équité, c'est que finalement, un impôt, pour être équitable, doit être, si possible, inégal, compte tenu de ce qu'est la société. L'équité est une notion très normative qui pose des problèmes. On a vu tout à l'heure déjà, notre notion importante en éthique économique est la notion d'externalité. Nous avons des externalités positives, des externalités négatives. Par exemple, je peux peut-être vous apporter des externalités positives, gratuites, à travers cette conversation sur l'éthique. Ceci est tout à fait gratuit, mais bien entendu pose un problème. La gratuité ne fait pas partie de l'économie. Il faudra compenser même l'externalité positive par des mesures adaptées. Et donc on parlera d'externalité négative aussi, c'est la plus connue, celle qui a trait par exemple aux compensations que l'on essaiera de trouver par rapport à des problèmes par exemple d'environnement, compensations qui peuvent arriver par la taxation, par le marchandage ou par la discussion. Voilà pour quelques termes qu'il fallait définir en éthique économique. L'éthique économique, ça va être le mariage, finalement, l'assemblage, la mise en parallèle de concepts de l'éthique, concepts de l'économie. Nous verrons que ce n'est pas si simple. Alors, de plus en plus, l'éthique est liée à la problématique du développement durable, et on va aussi la définir quelques termes. On parlera de durabilité et de soutenabilité. Beaucoup de régimes, comme ceux qui sont en train de s'écrouler en Orient, sont des régimes qui sont durables, qui ont été durables 30-40 ans, mais qui n'étaient pas soutenables moralement. La différence semble assez simple, mais on utilise souvent durable et soutenable pour la même raison. On parlera